Bonjour à tous, je suis votre présentatrice Jackie Iverson. Je suis la fondatrice de Health Schema, qui veut dire le schéma de santé. C'est un portefeuille numérique de santé qui vise à faire de la médecine personnalisée une pratique courante en apportant une vue à 360 degrés de votre parcours de santé afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées en partenariat avec vos médecins et prestataires de soins. Suite à notre succès avec le podcast sur les traumatismes transgénérationnels, je suis très contente d'accueillir de nouveau ma bonne amie Cécilia Mandar, qui est psychothérapeute en France. Cécilia est spécialisée dans les thérapies pour guérir les blessures des traumatismes transgénérationnels. Aujourd'hui, je voudrais parler des styles d'attachement. Ces styles trouvent leurs racines, à mon avis, dans les traumatismes transgénérationnels, car ceux-ci créent des schémas qui influencent les styles parentaux, et ces styles parentaux sont à l'origine de nos styles d'attachement, ça c'est sûr. Mais explique-nous ce qu'est un style d'attachement et combien de types y en a-t-il? Alors, l'attachement, il faut savoir que c'est déjà le besoin primaire que l'on a, le besoin vital dès notre naissance. C'est le premier système qui se met en route. Évidemment, quand on arrive dans ce monde, on sort de la fusion maternelle et c'est vrai que l'enfant n'est pas grand-chose s'il n'y a pas du tout d'interaction avec lui. Donc, c'est vrai que c'est le premier système auquel on est confronté. Pour répondre à ta question, combien y a de styles d'attachement? Il faut savoir que, juste un petit peu d'histoire, c'est John Bowlby et Mary Ainsworth dans les années 60 qui ont mis en avant les différents types d'attachement. Il y avait aussi Spitz qui avait mis en route l'idée de l'hospitalisme, c'est-à-dire que si tu ne parles pas et communiques pas à aucun niveau avec un enfant pendant 3 mois, le bébé il meurt. Donc tous ces systèmes-là ont été mis en place, tu vois, ont été observés dans les années 60. Donc on a 2 types d'attachements importants. On a l'attachement sécure. En effet, c'est l'attachement sur lequel, théoriquement, on a une régulation émotionnelle, une autonomie émotionnelle, une capacité de demander de l'aide et de gérer soi-même ses problématiques. Voilà, souvent, on dirait alors moi j'ai trouvé dans la littérature psy, 75 des gens auraient un type d'attachement sécure. Moi, je suis bien Ah étonnée par ce bon? chiffre parce que tous les gens que je reçois Ouais. ont des problématiques avec l'attachement, donc ça m'étonne. 75, ça me semble énorme. Bon, après, les gens qui vont bien et qui ont des styles d'attachement peut-être sécures, ils sont pas non plus dans les cabinets de psy, donc c'est peut-être pour ça aussi que je les vois pas. Mm. Le deuxième type d'attachement, c'est l'attachement insécure. On en a trois, on en a défini trois. Le premier, c'est l'attachement anxieux. Alors celui-là va être plutôt un attachement où on aura eu des figures d'attachement instables. On a manqué de sécurité globalement et donc on est anxieux quand on est en relation avec quelqu'un. Voilà, donc on parlera après de l'impact du transgénérationnel là-dessus. Le deuxième attachement insécure, c'est l'attachement évitant. Alors c'est celui qui va plutôt se déconnecter émotionnellement parce que dès qu'il y aura un inconfort, ça sera compliqué pour lui. Donc ça va être un style d'attachement où on va être plutôt heu, dans l'idée que les émotions, c'est dangereux. Voilà, donc ça, c'est un 2e type d'attachement. Le troisième, c'est un attachement désorganisé qui est quand même le plus rare. Moi, j'observe plutôt de l'anxieux et de l'évitant en thérapie. L'attachement désorganisé, c'est une alternance de chaos entre anxieux et évitant. Je crois qu'on pourra et tu l'as un peu dit, au démarrage, je pense qu'en effet, dans les relations, globalement, on trouve souvent, anxieux évitant, c'est quand même le duo qu'on retrouve le plus, dans notre société aujourd'hui. Mm. Voilà. Alors évidemment, comme tu le dis, l'impact du transgénérationnel, bah, évidemment que si je suis arrivée dans un foyer où l'attachement était anxieux, évidemment, je vais, intégrer ça comme, ma base de relation et bien sûr que dans mon couple, avec mes amis ou peut-être même avec mes enfants qui vont arriver, j'aurai un type d'attachement anxieux. En tout cas, si je ne fais rien, si je m'en occupe pas, Mm. évidemment. Donc c'est vrai qu'on va trouver des familles où on a tu sais, un attachement anxieux de génération en génération. C'est là où je vais pouvoir parler de transmission transgénérationnelle. Ça donne des choses, tu sais, du type, «Ah mon compagnon, il a jamais appris à dire "je t'aime"». Mhm. Sa mère ne lui disait pas, d'ailleurs sa grand-mère non plus. Et puis du coup, ça donne des gens qui ont, voilà, ce type, par exemple, de caractéristiques. L'attachement évitant, c'est pareil. On va trouver des familles où peut-être que pour se dire «je t'aime», on va se faire un chèque, ou on va faire un gros repas.
mais jamais on n'utilisera les mots. On sait qu'émotionnellement, il y a quelque chose qu'il faut éviter. Là, c'est sûr que sur 3 ou 4 générations, si je retrouve ça, évidemment, quand je vais me mettre en couple avec quelqu'un, je vais avoir tendance à reproduire ce schéma-là. Donc, le transgénérationnel, là, je vais plutôt l'attribuer à la loyauté qu'on pourra avoir à un système. Ça, c'est vrai. Tu sais ce qui est Ça bizarre? devient Ça devient un système, pardon, ça devient un système, tu sais, de référence puisque même si c'était inconfortable pour un enfant, un attachement insécure, ça va devenir sa zone de confort. Bien sûr, c'est, tu sais que bon, point de vue neurosciences, le Oui. cerveau, il aime bien se protéger, protéger la personne. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour se protéger ou bien pour, nous récompenser. Donc, c'est un peu compliqué. C'est reconnaître un système qu'on a déjà connu, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'était anxieux avec ma mère, je me sentais pas en sécurité parce que ma mère était, j'en sais rien moi, en dépression, parce qu'elle était même elle-même anxieuse dans sa relation de couple, elle était anxieuse avec ses parents, avec son boulot. Et bien forcément, ça va devenir ma zone, de référence, presque archaïque si tu veux. Mmh. Donc même si c'est inconfortable, et bah, je vais reproduire la même chose dès que je vais rencontrer quelqu'un. Oui, Parce que ça me réconforte, c'est ce que je connais en fait ouais, et c'est ça. ouais, parce que c'est la sécurité. Mais tu sais, ce qui est bizarre, c'est que en grandissant en France, tu sais, bon, on n'est pas trop, «Allez, je t'aime», voilà, machin. La culture, hein, c'est rare Oui, qu'on dise «je t'aime», même avec les amis, on se fait la bise et c'est un peu notre, façon de dire qu'on aime quelqu'un, qu'on fait des bisous, de gauche à droite. Et moi, j'ai toujours du mal à dire à ma famille, en France: «Je t'aime». Alors, en fait, je crois que j'ai jamais dit, mais comme j'ai élevé mes enfants aux États-Unis et c'est vraiment dans la culture toujours «I love you», et tout ce qu'on fait, mais on fait moins de bisous. Tu sais, entre amis, quand on vient se voir, on fait pas des bises. Mais on se dirait toujours, «I love you» et c'est la façon américaine d'exprimer l'amour. Donc avec mes enfants, j'ai aucun problème de dire «I love you» et puis ils me disent aussi, «Je t'aime» en anglais. Mais vraiment, c'est bizarre, j'ai vraiment un blocage en français. J'ai une amie qui a adopté, une petite fille quand elle avait l'âge de 2 ans et elle avait vraiment des problèmes d'attachement parce que, c'était compliqué avec sa mère. Et maintenant la jeune fille est adolescente et elle m'a dit, récemment: «Ah tu sais quand je l'ai adoptée, j'ai cru que si je l'aimais assez, ça allait vraiment tout régler et elle sera aimée et puis voilà, ça sera bien». Mais c'est bien plus compliqué que ça parce dans les types d'attachement, tu vas trouver des angoisses qui vont être associées, tu sais, les fameuses angoisses de Lise Bourbon. Je pense que c'est important d'en parler à cet endroit-là. Angoisse de rejet, angoisse de trahison, angoisse d'abandon. Par exemple, si j'ai un style d'attachement insécure, anxieux, il est certain que j'ai peur d'être abandonnée et souvent, je me rends compte que les gens font tout pour être abandonnés, comme si on avait une croyance qui est: «Je vais finir par être abandonné», puisque c'est ce que j'ai déjà vécu quand j'étais petit et que j'étais enfant. On m'a déjà abandonnée émotionnellement. Donc ces gens-là, en tant qu'adultes, dans le couple, vont peut-être aller, se mettre avec des gens évitants comme ça, ils vont pouvoir valider leurs croyances. Ils ont peur de quelque chose et en même temps, ils vont aller se frotter à ce système pour pouvoir aller, voir comment ils vont pouvoir se comporter. Donc évidemment, tout le monde a besoin de sécurité. Tu sais, j'ai travaillé un petit peu pour préparer ce podcast, je regardais un petit peu la pyramide de Maslow, tu sais? Là, c'est les besoins primaires, ouais, la sécurité, manger, dormir, l'estime de soi, la confiance en soi, être, reconnu, valorisé, être aimé. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on a de façon de primaire, base. Mmh. et de base et donc si je ne ré si tous ces besoins n'ont pas été, remplis par le style d'attachement notamment, eh bien évidemment que je vais avoir une recherche, mais c'est pas pour autant que je vais pouvoir, me sentir en sécurité. J'ai beaucoup de femmes qui me disent: «J'ai rencontré un homme, je crois que c'est un homme qui est sécurisant, mais je m'ennuie avec lui». Parce que qu'est-ce qui se passe? Ouais, Qu'est-ce c'est qui se du passe? chaos. Ouais. Qu'est-ce qui le challenge, tu vois? Le challenge d'être dans des montagnes russes, peut-être émotionnelles, par exemple. Comme ça a été, par exemple, ce que j'ai vécu avec mon père et ma mère, eh bien, j'avais avoir tendance à penser que l'amour, ce sont des montagnes russes Mmh. émotionnelles. C'est familier. Mmh. Et c'est familier, c'est exactement ça. Le cerveau reconnaît quelque chose de familier. Et donc à partir de là, bah, c'est sûr que si je prends un gars sécure,
Je ne comprends pas, il ne doit pas m'aimer assez, il n'y a pas de crise, il n'est Mmh. pas jaloux, il ne me dit pas comment je dois m'habiller, il n'est pas inquiet quand je vais en soirée avec des amis. Que se passe-t-il? Tu vois? Mmh. C'est comme ça, en fait, que ça se crée au fur et à mesure. Donc en effet, en fonction du type d'attachement qu'on a eu enfant, et je pense que ça serait peut-être un des premiers trucs à vérifier quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est peut-être d'aller regarder, tu sais, comme en métaposition, comme on le fait en thérapie. Quel type d'attachement j'ai eu et qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi quand je suis avec quelqu'un qui est plutôt anxieux, plutôt évitant, plutôt désorganisé ou plutôt sécurisant. Tu Mmh. vois? Et c'est, peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'on enregistre ce podcast aujourd'hui, Jackie. C'est peut-être pour aider les gens à détricoter un petit peu tout ça. Bien sûr. Donc, je pense qu'en effet, c'est important dans toutes les relations d'observer comment on se comporte et comment se comporte l'autre. Ouais. Mais comment peut-on mettre en application ce qu'on apprend sur son style d'attachement et pour comprendre et communiquer avec l'autre ou les autres? En fait, c'est vraiment important parce qu'en fait, ça t'aide à être un peu plus tolérant, je trouve, hein. Ouais, ouais. Tolérant envers soi, mais aussi, tolérant envers l'autre, c'est bon, c'est un travail, qui peut durer toute la vie, hein, de comprendre, ses déclencheurs et tout ça. Donc tu peux en parler un peu? Oui, je pense qu'en tout cas faut voir le couple comme un système d'attachement, mais comme tu viens de le dire, le système d'attachement, c'est à partir du moment où on est 2, tout de suite, il se joue quelque chose dans le système d'attachement. Donc, en effet, que ce soit, en amitié, au travail, avec ses enfants, on développe un type d'attachement. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, ça serait de se dire, «Je vis différents types d'attachement, je je me connecte à mon émotionnel parce que c'est quand même ça qui va être, la base, de ce qu'on va ressentir. Comment je ressens, comment j'accepte, comment j'arrive à verbaliser mes émotions par rapport à ce que l'autre me propose dans la relation. Bien sûr, c'est communiquer parce que, dire à quelqu'un alors c'est sûr que quand on se rencontre sur des sites de rencontres aujourd'hui, on ne dit pas: «Alors bonjour, moi je m'appelle Camille et j'ai un style d'attachement insécure. Alors, toi, tu es un anxieux ou un évitant?» Mais tu vois, on devrait peut-être un petit peu mettre ce type de avoir en tout cas dans sa tête ce type d'éléments, et ça, on va le retrouver dans la façon dont les gens vont communiquer et Mmh. dans la façon dont ils vont se connecter à leurs émotions. Et puis je pense qu'il y a aussi un vecteur qu'il faut pas négliger, c'est le corps. C'est-à-dire que quand j'ai la boule au ventre, quand je vais à mon dîner avec mon chéri, peut-être quand même que je m'interroge. Est-ce que je vais enfin pouvoir avoir cette fameuse discussion pour, savoir où on en est dans notre couple? Est-ce que je vais, finalement, passer un bon moment avec lui, mais on va jamais aborder les sujets de fond? Est-ce qu'on arrive à se projeter par rapport à notre futur? Ou est-ce que c'est compliqué de parler de ça? Ou est-ce que je me ressens dans mon émotion tellement, encombrée, tellement piégée par mon émotionnel que finalement, mon anxiété, je n'arrive même pas à en parler à l'autre. C'est Mmh. c'est pas vraiment un problème de dire à l'autre: «Tu sais, je suis un petit peu anxieux en ce moment, tu ne me sécurises pas assez». Ouais. Ou bien dire à quelqu'un: «Je me sens en insécurité avec toi parce que là, par exemple, tu ne me dis jamais rien et c'est un peu compliqué pour moi». Tu vois? Moi, je crois et c'est là où j'emmène mes patients, hein. Honnêtement, aujourd'hui, je reçois beaucoup de gens qui me parlent de dépendance affective et je pense que la dépendance affective et le style d'attachement, c'est quand même assez lié aussi. Qui me parlent de perversion ou qui me parlent c'est les vrais sujets qu'on a tout le temps en thérapie aujourd'hui et moi, je leur dis: «Bah, commencez par, identifier les types d'attachement. Deuxième solution, regarder l'émotionnel et communiquer par la communication non violente. Je parle de moi. Il ne s'agit pas de dire à l'autre: «Tu ne me sécurises jamais, je ne te fais pas confiance, Mmh. tu sais Ouais, les ouais. choses où on attaque toujours Blâmer. l'autre. C'est Ouais, c'est ça, c'est plutôt je ressens des choses et je voudrais bien que tu entendes que moi j'ai un style un peu insécure. ouais. Qu'est-ce qu'on en fait dans la relation? Est-ce En fait, comprendre ces déclencheurs nous permettent de mieux communiquer avec les autres, comme tu dis, Mmh hein. Tu es d'accord que en fait, nos déclencheurs dépendent, beaucoup de nos styles d'attachement? Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, tu sais, il faut quand même voir aussi, tu l'as dit au démarrage, je crois, le style d'attachement, c'est un mécanisme de défense. Ouais. Donc en effet, si je suis tout le temps en défense de ce que l'autre me propose, va y avoir une problématique à un moment donné. D'ailleurs, je m'aperçois aussi que les couples qui se forment, c'est anxieux, ça donne de la fusion, donc on va être tout le temps ensemble, tout le temps collés et c'est vrai qu'on va pas pouvoir, faire un pas de côté. Bon, ça peut peut-être durer quelques années cette histoire-là, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un étouffement qui se crée. Donc en effet, il va falloir sortir de la fusion. Heu,
Un attachement évitant, alors là, on va être, peut-être proche de la colocation. C'est-à-dire que Ça serait jamais on va se parler concrètement de où on en est dans le couple et qu'est-ce que mmh, ça fait d'être dans le couple. Donc à un moment donné, on risque peut-être, bah, de se détacher parce que finalement on est en relation peut-être un peu superficielle puisqu'on va jamais parler de son émotionnel. Le style qu'on retrouve le plus, c'est donc l'anxieux avec l'évitant et c'est vrai que, à un moment donné, bah, c'est intéressant de voir si on est en dépendance de l'autre ou en indépendance de l'autre. C'est un subtil équilibre, tu le dis aussi, d'avoir sa vie, d'être bien dans ses propres besoins et puis d'être dans un attachement un petit peu plus sécurisé avec l'autre. Sans forcément faire porter à l'autre parce que qu'est-ce qui se passe finalement? C'est que en étant adulte, notre système, enfant, il est à l'intérieur de nous. Donc c'est sûr que si j'ai eu un style d'attachement anxieux, je reviens là-dessus, avec ma famille et que je cherche une réparation auprès de mon chéri aujourd'hui, bah, c'est sûr que lui, il porte quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans le couple. Donc ça va être revenir à mes propres besoins, voir à quel moment ça m'angoisse quand l'autre ne fait pas ce que j'aimerais. Se mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en posture de métaposition, regarder le système et se dire: «Est-ce que c'est vraiment le gars qui m'insécure ou est-ce que c'est moi qui suis insécurisée toute seule?» Et à partir de là, je vais répondre à mes besoins et je vais pouvoir aller vers un attachement qui va être beaucoup plus tranquille en verbalisant à l'autre. Là, par exemple, c'est quelque chose qui m'insécurise trop. Je vais rester chez moi et je vais construire ma propre vie. Mais les gens veulent, tu sais, entre l'amour dure 3 ans, il y a un titre de film, je crois, ou de livre comme ça en France. L'amour dure 3 ans parce que les démarrages, c'est je projette une vision idéale de l'autre et donc on est dans une relation qui est fantastique. Et puis petit à petit, à un moment donné, on se regarde avec nos difficultés, nos fragilités et nos défauts. C'est là que commence le vrai amour et je pense que c'est à ce moment-là qu'on passe sur l'amour, l'attachement, la colocation ou la séparation. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut aussi accepter l'autre dans ses imperfections. Tu sais, je le dis toute la journée au cabinet, nous sommes parfaitement imparfaits. Donc rêver à je me soigne de ma dépendance affective et je suis que dans des relations sécures, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu, fantasmé. Je pense qu'on va rester toujours avec ses fragilités, mais par contre, déjà en prendre conscience et les verbaliser à l'autre, je pense que déjà tu as fait un gros morceau sur le sujet, ouais. tu vois? Mais donc les blessures d'enfance sont tellement profondes, c'est un travail de conscience que, comme je t'ai dit, ça peut durer toute une vie, hein. Moi, des fois, je travaille encore dessus. Des fois, tu prends 2 pas en arrière avant de prendre 3 pas en avant. Mais du moment que ça nous permet d'être en mode, d'introspection, je trouve que ça permet de faire des progrès. C'est ça? Les séances, c'est vrai, il y a 6 ans, je t'aurais dit: «On va guérir la dépendance affective». Aujourd'hui, je dis: «Acceptons la dépendance affective, travaillons dessus, regardons ce qui se passe et arrêtons de faire porter à l'autre, au couple et que ce soit, je te dis, même en amitié, arrêtons de penser que l'autre va venir me réparer». Déjà, c'est incroyable déjà comme changement dans les relations que tu vas apporter, tu vas attirer à toi. Parce que finalement, tu vas être déjà un peu plus tranquille dans l'idée que l'autre ne va pas être ta réponse, en fait. Et je pense que en effet, à 20 ans, on croit que l'autre va être la complétude de par rapport au monde qu'on a pu avoir petit. À 50 ans, l'amour, c'est la cerise sur le gâteau de nos vies. C'est-à-dire que on a essayé et on continue de s'épanouir individuellement. C'est chouette d'être en relation avec les gens. Par contre, on n'est pas là pour les réparer et les subir et subir leur style d'attachement non plus. Mais on est là pour peut-être juste essayer, bah, d'avancer ensemble sur une route pour se faire du bien. Je travaillais là-dessus encore avant-hier en disant: «Attention les couples, il y a des compromis à faire». J'ai pas de problème avec l'idée de faire du compromis dans le couple. Mais par contre, si je n'ai pas les mêmes valeurs, on communique pas, on fait jamais l'amour et bah, en fait, on fait pas grand-chose ensemble parce que nos loisirs sont très différents, bah, c'est sûr qu'on n'est pas sur la base de quelque chose peut-être de très sain et de très constructif. On a le droit d'être différents dans le couple, heureusement d'ailleurs. On a le droit, il y en a un qui adore le rap et il y en a un qui adore, la musique classique. On se fait découvrir les environnements l'un l'autre, tu vois? Et ça, c'est constructif. Par contre, si, je prenais cet exemple avec une patiente, avant-hier, je lui disais: «Si moi j'adore le golf et que mon compagnon adore les courses de VTT, mais qui refuse, parce que lui fait des courses de VTT, de me laisser aller au golf avec mes amis, là j'ai un problème».
tu vois. Par contre, s'il vient me voir de temps en temps au golf et que moi, je vais de temps en temps l'encourager pour sa course de VTT, je suis sur un compromis. Jamais de la vie, en faisant du golf, je me mettrai au VTT. Jamais de la vie, lui, en faisant du VTT, il se mettra au golf. Mais on arrive à avoir tous les deux nos environnements et ça devient complémentaire et c'est plutôt sympa de rapporter ça dans le couple. Par contre, faut pas s'empêcher dans le couple, en fait. Et c'est là où on va avoir les systèmes de dépendance affective qui vont se mettre en route à fond avec la perversion qui peut peut-être aussi arriver, la fameuse perversion narcissique dont tout le monde parle. Parce qu'en effet, je suis plus un individu en tant que tel. Je m'efface petit à petit pour laisser place à l'autre dans le couple. Et moi, j'ai plein de femmes qui ont 50 ans qui disent, mais je ne sais même plus qui je suis, je ne sais même pas ce que j'aime, je ne sais même plus où je vais dans la vie parce que tout ce qui était à mon compagnon était ma priorité au départ. Et puis finalement, je me suis perdue en route. Et là, l'amour, pour moi, n'est plus synonyme de grandir ensemble, mais c'est plutôt de s'empêcher d'être quelqu'un. Ouais, Et ça, ouais, c'est très dommage d'ailleurs. Mais as-tu des outils pour nous guider vers un attachement plus sécure? j'ai pas vraiment d'outils. J'essayais de lister ça tout à l'heure. Je me disais que pour moi, c'était intéressant de vivre les différents types d'attachements pour les repérer. Mais enfin, tu sais, hein, je te rassure, hein, quand on a généralement eu des attachements anxieux assez jeunes, généralement à 50 ans, si on n'a pas travaillé sur soi, on a continué à avoir des styles d'attachement Mmh, anxieux. ouais. Donc, c'est assez rapide de les identifier. Je pense qu'il faut les vivre et les identifier. Deuxièmement, travailler beaucoup sur l'émotion. Moi, je pense qu'il faut arrêter de nous dire on gère les émotions. Je pense qu'il faut apprendre. Les émotions sont des messagers. C'est des messages très importants pour nous. On les écoute, on les décortique, on les accepte, on apprend à comprendre ce que veut dire l'émotion. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose de très important. On a beaucoup d'outils, on a des BD, on a pas mal de choses pour travailler sur les émotions. Et troisième chose, je reviens à la communication non violente. Je n'ai pas peur d'exprimer à l'autre que je suis en insécurité, que je suis en évitement. Heu, j'ai récemment, pu entendre quelqu'un dire, «Je ne suis pas prêt émotionnellement à m'engager dans une relation». Je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire, bah, mon style d'attachement évitant, il est tellement présent, je n'ai pas envie de travailler dessus, alors je passe mon tour, je ne vais pas dans la relation. C'est bien, c'est pas bien, en tout cas ça a une au moins ça a l'intérêt d'être assez clair et puis de pouvoir, se dire que, bah, je vais peut-être pas moi, si je suis anxieuse, aller vers quelqu'un qui est évitant. Donc tu vois, c'est d'observer ça. Et je te le redis tout à l'heure, c'est le corps. Le corps, c'est très important. Heu, j'ai tendance à dire en thérapie, tu sais, pour moi, le couple, c'est 3 choses. C'est la communication, les projets ensemble et le sexuel. Je pense que on peut tout ça, ça peut tourner, c'est-à-dire que si je viens d'accoucher, bah, le sexuel va être peut-être relégué au 2e plan, mais si j'ai des projets et si on communique, ça se passe bien. À certains moments de la vie, je communique beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose, mais on n'a pas tellement de temps parce qu'on est pris dans sa vie de famille et à d'autres moments, on va finalement se retrouver que sur du sexuel parce qu'on n'a pas le temps pour autre chose et donc je pense que ça peut tourner aussi comme ça. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un couple, un peu chouette, un peu sympa à partir du moment où, bah, on arrive à aussi, se regarder et travailler sur soi. Peut-être que, il n'est pas nécessaire de faire des thérapies tous les quarts d'heure. Peut-être c'est intéressant que chacun, en effet, encore, aille travailler sur soi en thérapie pour retrouver finalement une autonomie émotionnelle, parce que c'est de ça dont il s'agit. Mmh. En fin de compte, Voilà. c'est toujours, créer un équilibre, sain, hein. Il y a Oui, quand tu as pas ça. trop de surplus, pas trop de manque, en fait, travailler sur le tout quoi, sur un thème global sur soi et en fait, l'origine de tout ça, c'est comprendre nos déclencheurs et comprendre qui on est, quel genre d'attachement, pourquoi et beaucoup de travail d'introspection, je pense, tu vois? Et as-tu des conseils, pour commencer sur ce sujet-là? C'est toujours, aller en thérapie ou, lire des livres, pour s'aider ou quel genre de mécanisme, est-ce qu'il pourrait prendre pour s'aider? Bah, je pense que, il y a quand même beaucoup de choses sur les réseaux, tu vois? Aujourd'hui, nous, on fait ce podcast là-dessus, mais il y en a énormément de podcasts sur les figures d'attachement. Je vois beaucoup de choses tourner sur Insta, l'anxieux Ouais. avec l'évitant, qu'est-ce qui se passe? Donc, faut peut-être en prendre et en laisser aussi, hein. Attention, la psychologie, voilà, elle est intéressante à cet endroit-là parce que, elle aide à comprendre ce qui se passe. Mais évidemment, moi, je vais pas te dire le contraire. Oui, consulter parce qu'à un moment donné, c'est pas mal de détricoter. Je vois quand même des formidables réussites en thérapie de gens qui, bah, voilà, sont dans des dépendances affectives, n'en ont même pas conscience, souffrent et ne comprennent pas
pourquoi. Et puis, comme tu l'as dit aussi, qui font 3 pas en avant, 6 pas en arrière, finalement, qui comprenant tout ça, deviennent potentiellement capables de quitter l'autre, et puis cherchent des attachements beaucoup plus sain pour eux. Donc, je pense qu'effectivement, se faire aider par un professionnel à un endroit, c'est quand même intéressant. Mais il y a pas vraiment, il y a plein de bouquins. Moi, je me suis fait aider par un bouquin qui s'appelle Les liens d'attachement. Voilà, c'est Gwenaëlle Percio, c'est une psychologue, c'est 2 psychologues qui ont fait ça. Tu en as pas mal des livres là-dessus. Ça peut être intéressant. Après, c'est pas vraiment ça qui va te faire travailler sur comment étaient tes parents, comment étaient tes grands-parents. Là encore, moi, je pense que c'est intéressant d'y remettre du transgénérationnel. Ça aide aussi. Mais ça peut quand même être assez rapide de déterminer. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de changer. Pas parce que j'en ai conscience que les choses changent instantanément, mais déjà, je pense qu'on avance de plus en plus sur ces sujets-là. Ça fait même un peu peur parce qu'en thérapie, 90% des gens que je peux recevoir me parlent de ça et me parlent de dépendance affective. Donc, je ne sais pas si c'est notre société qui a créé ça. En tout cas, c'est sûr que tous les systèmes de fusion, tu sais, qui dit attachement dit détachement aussi, hein, tu vois? C'est peut-être aussi des choses qu'il faut qu'on apprenne, à se détacher, à accepter les choses. Les relations, elles ont un début, elles ont peut-être une fin aussi. Peut-être qu'il faut qu'on sorte aussi du grand amour qui dure toujours. Enfin, il y a pas mal de choses à déconstruire. Mais Tu vois, tout ça, c'est les mœurs de la société doivent jouer aussi sur nos comportements. Euh, tu as raison, il y a le transculturel qu'il faut prendre en considération parce qu'en fonction des ça va pas être pareil. Et puis il y a les modes. Moi, je me souviens aussi très bien que quand moi j'ai eu mes enfants, donc en 2000, fallait laisser pleurer les enfants parce que ça te faisait déployer les poumons, soi-disant. ouais. Ça voulait dire que les enfants, moi je me souviens, mon fils à 2 mois et demi, je le laissais hurler pendant peut-être une demi-heure. Je Mhm. me tenais pour pas retourner Ouais. dans sa chambre pour aller le chercher, mais je pense que j'ai créé chez lui, évidemment, quelque chose d'assez anxieux. Ça veut dire que lui, il a engrammé dans sa tête que quand il a besoin de quelque chose, on peut pas lui donner une réponse. Parce Mhm. qu'effectivement, moi, on m'avait expliqué que pour élever un enfant à 2 mois et demi, il est suffisamment grand pour pouvoir faire ses nuits, donc faut le laisser crier. Tu vois? Ça, c'était des modes en 2000, on faisait comme C'est ça, en tout vrai, cas. Enfin, c'est voilà, vrai. c'est ce que Mes pauvres m'avait enfants. expliqué ma mère et ma grand-mère. Parce que Voilà, sinon, j'allais en faire un enfant très dépendant de moi. c'est ça. Or, je me rends bien compte que ça, c'est par exemple quelque chose qui est complètement différent. Aujourd'hui, on sécurise à fond, à fond, à fond les bébés. C'est Oui. génial. Et tu as raison, aujourd'hui, on a 2 enfants peut-être par famille en moyenne. Si on en avait 8, c'est peut-être plus compliqué de sécuriser chaque enfant. Donc, en effet, les choses ont changé. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi regarder ça. Moi, je suis très positive, tu le sais. D'une façon générale, on peut changer les choses en regardant le système. C'est bien sûr que le cerveau, il a engrammé des choses et des difficultés, mais aujourd'hui, on peut peut-être donner des réponses différentes à nos problématiques parce que le petit garçon ou la petite fille que nous avons à l'intérieur de nous, elle peut quand même se sécuriser à un certain endroit. Ça sera peut-être plus compliqué, tu as raison, mais ça pourra se faire. Mm. Mais c'est sûr que les enfants de l'après-guerre, bah, c'est sûr qu'ils ont créé des choses entre la fusion, l'indépendance et la dépendance et l'autonomie, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'on est compliqué. Mais as-tu des commentaires pour conclure cette discussion? Non, accueillir, voilà, identifier, accueillir, ne pas hésiter à se faire aider si on en a besoin et puis essayer d'aller vers des relations les plus saines possibles. S'écouter, peut-être écouter son intuition, se dire: «Oh là là, cette copine, elle est un peu fusionnelle pour moi. Cette copine, elle m'étouffe un peu». Voilà, peut-être aussi. Mm. Et moi, je dirais aussi ne pas laisser les thèmes du passé représenter ce que tu veux faire dans le futur. Essayer de se déterminer, par rapport à son futur sans forcément, oui, être encore englué par son passé. Mm. Mais ça, voilà, chacun choisit aussi sa route et son chemin et fait comme il peut aussi, hein. Moi, je le dis toujours, on fait comme on peut, on essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est pas toujours simple, mais on peut toujours trouver des routes et des solutions. Bien Ça, c'est sûr. sûr. Voilà les amis, merci encore pour nous rejoindre et nous espérons que vous avez trouvé ce podcast instructif comme toujours. Et voilà, jusqu'à la prochaine fois. Nous vous Oui, souhaitons une belle journée et à bientôt. à bientôt, au revoir.